qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Descleb, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Descleb, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à tous, c'est un épisode assez spécial que je vous propose aujourd'hui, puisqu'on va parler de transgénérationnel et des traumatismes qui se transmettent de génération en génération, notamment entre grands-parents et petits-enfants. Cela fait longtemps que je suis et que je connais le travail de Bruno Clavier, une des grandes voix en France qui sensibilise aux traumatismes, notamment liés à l'inceste. Après plusieurs best-sellers sur les fantômes familiaux, ces traumatismes inconscients hérités de nos ancêtres, nous nous sommes retrouvés dans ce studio du 19e pour explorer ensemble l'impact de l'histoire des grands-parents sur l'inconscient des enfants. Je suis convaincue qu'il est essentiel de prendre conscience de notre responsabilité face à nos propres traumatismes et d'entreprendre si nécessaire un travail thérapeutique pour libérer nos enfants de ces fardeaux invisibles. C'est une sacrée tâche. Dans cet épisode, nous avons abordé le rôle des grands-parents, l'importance des arbres généalogiques et bien sûr les mécanismes des traumatismes transgénérationnels. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bruno. Bonjour. La première fois que nous avons enregistré un épisode ensemble, c'était en 2021 déjà. Nous avions exploré une thématique qui vous est chère, celle des fantômes familiaux et de la psychanalyse transgénérationnelle. Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien, auteur de nombreux ouvrages dont le tout dernier, Devenir un bon ancêtre, publié aux éditions Payot. Dans ce livre, vous appliquez vos recherches sur le transgénérationnel aux liens qui unissent les grands-parents à leurs petits-enfants. C'est en devenant grand-père vous-même que vous avez découvert cette joie immense du lien unique entre un grand-père et sa petite-fille. Ce rôle vous a également conduit à revisiter votre propre histoire, marquée par les épreuves et la violence, dont l'inceste. À travers ce récit autobiographique, vous partagez des pistes pour prendre soin de sa descendance, qu'elle soit encore à venir ou déjà présente. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant de nous plonger dans le rôle des grands-parents et la transmission aux générations suivantes, Bruno, pourriez-vous nous expliquer ce que recouvre la psychanalyse transgénérationnelle ? La psychanalyse transgénérationnelle, elle se démarque de la psychanalyse, on va dire, dite classique, dans le sens où, globalement, parce que c'est pas exactement ça, mais globalement, on est le fruit de notre enfance, donc c'est-à-dire de ce qui nous est arrivé principalement dans l'enfance. La psychanalyse transgénérationnelle va énoncer qu'on est le fruit de ce qui nous est arrivé dans notre enfance, mais aussi on est le fruit de tout ce qui est arrivé aux générations avant nous. Et c'est comme si, et en particulier, moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est les traumatismes, c'est-à-dire qu'on porte nos traumatismes, mais on porte aussi les traumatismes de ceux qui étaient avant nous, principalement les parents, mais les grands-parents, parfois encore au-dessus, ou des oncles, des tantes, tout ça. Disons qu'une personne s'inscrit dans une généalogie, c'est pour ça transgénérationnel, et c'est quelque chose qui jusqu'à présent en psychanalyse classique a été négligé, on ne tenait pas compte de ça, quoi. C'est ce que vous désignez avec les fantômes familiaux, c'est ça ? C'est ça, les fantômes familiaux, voilà, pour expliquer ça simplement, ce sont des traumatismes que les personnes de notre famille n'ont pas surmontés et dont on est héritier. C'est comme une dette, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont partis, parce que ils décèdent, quoi. Et quand ils décèdent, c'est comme s'ils nous laissent un héritage, mais là, c'est un héritage négatif et un peu fou, puisque il y a plein de secrets, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et pourtant, on en est porteur, et pourtant, ça nous agite. C'est très éclatant avec les enfants, puisque tous les enfants que j'ai reçus, il leur est rien arrivé enfant. Et pourtant, ils allaient très mal. Donc, c'est là on sait qu'à ce moment-là, ils sont porteurs du transgénérationnel de leurs parents et de la famille en général.
Là, on le voit très bien. Chez les adultes, il y a toujours la part des deux. C'est-à-dire, il y a le transgénérationnel hérité, plus tout au long de la vie, les divers traumatismes qui vont marquer de façon négative la personne. Après, il y a le positif. Moi, je ne travaille pas sur le positif, quoi. Mais il y a évidemment beaucoup plus de positif. On est héritier aussi du positif de notre vie et de la vie de nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de ce transgénérationnel à travers le prisme des grands-parents. Vous écrivez « S'il existe des grands-parents merveilleux, il y en a aussi des déficients, des toxiques, des redoutables. Le paysage généalogique antérieur à notre venue au monde est déterminant non seulement pour notre destinée personnelle, mais aussi dans la façon dont nous allons incarner ce rôle décisif pour les générations à venir. En quoi l'histoire de nos ancêtres façonne-t-elle notre trajectoire de vie et celle de nos enfants ?» Déjà, premier constat, ça le façonne, c'est-à-dire on le constate. Les mécanismes, on ne les a pas tous compris encore, parce que ce sont des mécanismes qui apparaissent occultes. On est donc, je disais tout à l'heure, on est agité, et on est agité par quelque chose qu'on n'a pas connu. Donc c'est assez étrange, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est un peu... je prends souvent cet exemple-là, on marche sur le pied de votre mère, et c'est vous qui dites aïe. Donc c'est bizarre, c'est vous qui avez mal. Bon. Donc on est agité par ça. Et ça se transmet, c'est pour ça qu'on parle de transmission transgénérationnelle, qui est parfois contestée. Il y a une partie de la psychanalyse qui conteste ça en disant que ce ne sont pas... Pourquoi ? Que ce ne sont pas des transmissions d'inconscient en inconscient. C'est ça ce qu'on a défini, ce qui a été défini dans les années 70, c'est que l'inconscient du parent se transmet à l'inconscient de l'enfant. Ce qui fait que ça redéfinit même l'inconscient. C'est-à-dire, l'inconscient n'est pas simplement personnel, il est transgénérationnel et puis collectif, comme le pensait Jung. Moi, je ne travaille pas sur le collectif, mais je travaille sur les familles. Et donc, on constate qu'on est porteur et on constate que nos enfants et nos petits-enfants sont porteurs. Ils sont donc porteurs des qualités. C'est comme les gènes. C'est-à-dire les yeux bleus, les trucs. Alors, c'est la même chose. Ils sont porteurs de tout ce qui est positif et malheureusement, ils sont porteurs de ce qui est négatif. De ce que j'appelle souvent des dossiers. C'est-à-dire que tous les dossiers, ce sont des vieux dossiers, quoi. Et ces vieux dossiers, on les porte, on les transmet. Ils peuvent traîner très longtemps, d'autant que le dossier est lourd, d'autant que ça peut concerner beaucoup de générations. Est-ce qu'il faudrait avoir connaissance de tous ces dossiers ? C'est pas mal d'avoir connaissance. Il vaut mieux, je crois que c'est comme pour la société, quoi. Il faut vraiment avoir connaissance de l'histoire, sinon on répète. Hein, on répète, c'est fondamental à l'école qu'on fasse de l'histoire pour dire il s'est passé ça, puis il faut pas que ça se répète. Bon. Et là, c'est la même chose. Il faut avoir connaissance. Et évidemment, c'est compliqué. La famille est une entité très complexe. Et notamment, la famille passe avant l'individu. Vraiment, ça, je l'ai remarqué. C'est-à-dire que on peut mourir pour sa famille, on peut se sacrifier, La famille est plus importante que l'individu. Et donc, c'est toujours compliqué. Par exemple, dans le cas de l'inceste, dès qu'on dénonce l'inceste, à chaque fois, les familles disent « mais tu vas tuer la famille ». Donc, c'est pour ça qu'on dit rien, c'est pour ça qu'on bouge pas. Or, y a-t-il que des familles glorieuses ? Je pense pas. Je pense qu'une famille, c'est beaucoup d'individus. Hein. Si vous faites des calculs, c'est évident qu'il y a des êtres il y a des êtres vertueux, puis d'autres non vertueux, puis d'autres qui ont fait des choses pas bien et des choses pas bien. Et il faut tout connaître. Mais il faut connaître ce qui est pas bien, parce que sinon, ça se transmet. C'est ça. Et plus on le connaît, c'est ce qui se passait avec les enfants. Tous les enfants que j'ai reçus... tous ceux qui ont guéri de symptômes même lourds et tout ça, à chaque fois, c'était le même processus. Ils entendaient parler par leurs parents des dossiers de la famille et ils guérissaient. Mais tant qu'ils n'avaient pas entendu parler, ils faisaient des symptômes. Voilà. C'est comme ça que c'est par le savoir extrêmement important et c'est le savoir qui va permettre qu'on ne répète pas. Sinon, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase « tout ce qui n'est pas dit est répété ». Si c'est pas dit, c'est répété. Et si on le sait, on ne le répète pas forcément. Mais parfois, nos parents n'ont pas connaissance de toutes ces histoires-là. Évidemment, c'est pour ça que c'est quelque chose de complexe. Mais malgré tout, on peut en dire plus. On peut en dire plus, même directement quand on est de parents enfants, on ne se rend pas compte. Des fois, et c'est toujours, je veux dire, le processus n'est pas forcément... négatif ou pervers de la part des parents. Les parents veulent toujours protéger les enfants. C'est souvent pour ça qu'on ne parle pas. Ils disent ça va lui faire du mal, je ne veux pas lui dire, je veux pas... Bon.
Eh ben non, parce que le problème, c'est que les enfants savent tout. Donc, il vaut mieux leur dire, même quand c'est pas terrible. Évidemment. Donc, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas par méchanceté ou tout ça, mais on se rend pas compte à ce moment-là que ça va encombrer l'enfant et que l'enfant sa vie va être polluée et puis des fois bloquée, carrément bloquée par toutes ces choses qui n'ont pas été dites et cachées, qui étaient pas et qui ont de l'importance. Quels sont les signes chez les enfants qui peuvent nous interpeller? Il y en a tellement de signes. C'est-à-dire, un des signes qu'il y a du transgénérationnel, c'est quand on a offert à l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de traumatisme, il n'en a pas, et il n'y en a pas vraiment dans la famille non plus, il n'y a rien, et tout d'un coup, ils vont très mal. Il se passe quoi? Ça, c'est comme ça qu'on repère le transgénérationnel. Comment ça se fait que ces enfants vont pas bien alors que a priori, l'environnement est sécure. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai rencontré, moi, dans mon exercice, que des bons parents. Et avec des symptômes incroyables. Et à chaque fois que c'est incroyable, on tombe sur ce qu'on appelle des fantômes, c'est-à-dire, il faut trouver l'histoire. C'est très... c'est peut-être ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est très Sherlock Holmes, quoi. C'est toujours ça, un peu, quoi. Il faut trouver... Alors, les symptômes, ça peut être tout. Ça peut être des phobies, ça peut être... des cauchemars incessants, ça peut être toutes sortes de choses. Et à partir de quel âge on peut les voir, ces symptômes? Dès le bébé. Ça m'est arrivé même des fois, ça m'est arrivé de travailler avec avec des nourrissons qui venaient de naître, et on peut dénouer des choses déjà. Mais Dolto le faisait déjà, elle l'avait compris, elle l'avait compris, ça. Lorsqu'on se place du côté des grands-parents, parce que c'est le cœur de votre dernier ouvrage, Devenir un bon ancêtre, que faire lorsqu'on est grands-parents, qu'on porte des traumatismes, afin de ne pas les transmettre à ses petits-enfants? Alors, c'est complexe parce que déjà, moi c'est vrai que j'ai tendance à préconiser la thérapie. Bon, je suis thérapeute, c'est normal, je prêche pour ma chapelle, mais quand même, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la thérapie ou autre chose? Parce que, en fait, ça peut être la thérapie psy, mais ça peut être toutes sortes de choses. Ce qu'il faut, c'est faire un retour sur soi-même. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans avoir un retour sur soi-même. Et il y a des personnes qui vivent, mais qui n'ont pas de retour sur eux-mêmes. Bon, un des principes de la thérapie, c'est ça. C'est vraiment... Alors, c'est bien de faire une thérapie, je pense, quand elle est bien menée, pour pouvoir... justement, c'est pour ça que je suis psychanalyste, savoir conscient et inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait... pour quel motif, et l'être humain, il est comme ça, il a un conscient et un inconscient, et puis l'inconscient l'agite. Le transgénérationnel, c'est être agité par l'inconscient des autres, c'est encore pire. Mais sinon, pour nous-mêmes, on est agité par notre inconscient. Et ce qui est bien, c'est d'en avoir connaissance pour... on peut, par exemple, être jaloux sans savoir qu'on est jaloux. On peut être jaloux de quelqu'un, mais on ne va pas le conscientiser, et ça va faire des dégâts. Bon. Alors, je reviens aux grands-parents. Il serait souhaitable qu'ils aient travaillé. Maintenant, s'ils n'ont pas fait un travail psy particulier, alors comment être un bon ancêtre? Alors c'est là où c'est compliqué, parce que on peut avoir toute la bonne volonté possible, mais la première des règles, faudrait être heureux. Alors j'avais déjà écrit ça vis-à-vis des parents, parce que c'était évident. Quand les parents me demandaient, mais comment faire pour que nos enfants soient heureux, je dis, soyez heureux. Est-ce que vous connaissez beaucoup de parents heureux qui font des enfants malheureux? C'est rare. Déjà, c'est un principe bête, c'est absolument bête, et pourtant. Mais après, comment être heureux? Alors, c'est vraiment cette question. Et pour les grands-parents, c'est la même chose. La première chose que je dirais, c'est comment faire pour être des grands-parents heureux? Alors, à ce moment-là, évidemment, le problème, c'est que quand on est grands-parents, on a accumulé des dossiers, on a accumulé des choses. Et alors, en plus, c'est que nos enfants et nos petits-enfants ne seront pas dupes. C'est-à-dire, si on fait semblant d'être heureux, ça ne marchera pas. Si on fait semblant d'aller bien alors qu'on ne va pas bien, ça ne marchera pas. Parce que les enfants savent, les petits-enfants savent. Bon. Alors, c'est s'occuper de soi-même, disons, pour essayer de régler. Alors, c'est pour ça que tout ça, ça engage la question de la vieillesse, de la mort et tout, mais c'est la question de exactement la même qu'avec les héritages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser un héritage ou pas? Bon. Et le problème, c'est qu'en général, on laisse toujours un héritage. C'est-à-dire, soit positif, soit négatif. Au niveau psychique, je parle. Et c'est un peu comme si on laissait des dettes, par exemple. Je trouve ça terrible de laisser des dettes à ses enfants ou ses petits-enfants. Enfin, je veux dire, normalement, on voit bien qu'on a une société qui s'organise toujours, en général, quand c'est sain,
pour que celui qui part laisse quelque chose à celui qui est derrière lui, pour faire, on va dire, fructifier le capital. Et là, on est dans le psychique, c'est le capital de vie. Il faut faire fructifier le capital. Mais si on part, par exemple, avec des amertumes, avec des colères, avec des choses absolument pas réglées et tout, c'est là que ça va se transmettre. Donc, les grands-parents, pour être un bon grand-parent, déjà, il faudrait un maximum régler ses dossiers. Déjà, mais c'est pas gagné, hein. Mais un maximum de dossiers, on règle pas tout. Donc, ça veut dire régler les dossiers pour avoir une certaine forme de bonheur. Et à partir de là, il peut se passer que du bon. Bon. Maintenant, si on part avec des choses pas réglées, ça va faire ce qu'on appelle des fantômes, et sur plusieurs générations. Bon. Et après, il y a le comportement lui-même. Alors là, on peut voir ça, c'est-à-dire il y a plein de choses, mais on va dire pas être toxique. C'est pour ça que alors, qu'est-ce que c'est qu'être toxique? Bon, il y a des choses redoutables, on le sait. Celles-là, elles sont... Voilà, c'est des choses qui sont mauvaises, l'inceste, des choses comme ça. Mais aussi plein de choses, être très, très autoritaire, enfin, tout ce qui est un peu de l'ordre du défaut. On s'entend bien voir que c'est un défaut. Bon. Et partir avec ça, c'est pas formidable pour les générations d'après. Alors, vis-à-vis des petits-enfants, s'il y a quelque chose... à faire, justement, c'est un équilibre avec les parents et les petits-enfants. Et moi, j'ai insisté là-dessus, c'est quelque chose que je préconise. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je suis là pour proposer des pistes. J'essaye de dire c'est quoi les pistes. Et moi, en devenant grand-père moi-même, j'ai réalisé c'est quoi un grand-père, c'est quoi une grand-mère. Et j'ai pensé c'est du gratuit, c'est-à-dire que ils peuvent pas être là pour assurer ce que doivent assurer les parents. Et c'est pour ça que c'est pas marrant d'être parent, en fait, parce que être parent, c'est dur, quoi. C'est dur jusqu'à 18 ans au moins, puis après aussi. Mais être responsable, faire ci, et puis en même temps on les aime, et en même temps on doit donner de la loi, et c'est très difficile pour beaucoup, parce qu'il y a de l'amour, et en même temps, des fois, il faut être dur, parce que voilà, c'est je sais pas, pour prendre n'importe quel exemple, on a des enfants, ils sont ados, il y a même un moment, il faut leur dire, ça va le portable, stop, quoi. Puis ils seront, faut pas croire qu'ils vont être contents. Bon. Et c'est les aimer que de dire, écoute, tu peux pas passer ta vie avec le portable, ça va pas le faire, quoi. Bon. Être parent, c'est ça. C'est pas du tout le rôle des grands-parents. Les grands-parents, c'est que du bon. Donc, si les grands-parents sont heureux, ils peuvent donner que du bon. Et donc, ça veut dire qu'il faut pas qu'ils assurent à mon avis, d'autres fonctions. C'est-à-dire que c'est pas eux qui doivent donner l'ordre, c'est pas eux qui doivent donner ça. Et puis, c'est vraiment ceux qui relient... au monde, quoi. C'est eux qui... C'est le fait que ce qu'ils vont donner aux leurs petits-enfants est de l'ordre de la gratuité, c'est ça qui va être très riche. Et ce qui fait des histoires... j'en ai entendu des histoires d'amour, je dirais, réelles entre petits-enfants et grands-parents. Et si on revient sur ce sujet des traumatismes, en tant que grands-parents, est-ce que vous conseillez donc de raconter toute votre histoire, toute l'histoire des grands-parents, à ces petits-enfants? Alors... il y a un principe, c'est le même principe que pour les parents. Il y a quand même un principe général qui est qu'il vaut mieux avoir été travailler son trauma avant de le raconter. Sinon, on traumatise. Parce que si on a trop d'émotions, et c'est pour ça qu'il y a énormément de traumatismes qui n'ont pas été racontés. Vous avez les gens des camps de concentration ne racontaient pas, les Arméniens ne racontaient pas, mais ils racontaient pas d'une part parce qu'ils étaient traumatisés. Il y avait ça, mais il y avait aussi qu'ils ne voulaient pas traumatiser leurs enfants. Et ils se disaient, si je leur raconte, ça va être terrible pour eux. Bon. Et en même temps, il faut le raconter. Donc ça veut dire que plus on l'a, ce qu'on appelle travailler, hein, c'est un mot quoi, très psy, là, travailler. Bon. Mais plus on a travaillé, moins l'émotionnel va prendre le dessus. Sinon, on va retraumatiser nos enfants parce que la charge émotionnelle va être trop forte. Donc, ce qu'il faut, c'est être un peu apaisé par rapport à ça. Ça s'appelle donc travailler de toutes sortes. En avoir parlé, l'avoir traité même des fois par des choses comme le MDR ou le TABC là, que j'ai mis au point. C'est une technique que j'ai mise au point, ou toutes sortes de techniques. Atténuer le truc. Et là, il faut en parler. Et là, il faut vraiment la connaissance. Les enfants doivent avoir connaissance de leurs parents et de leurs grands-parents et d'un maximum de leur généalogie. C'est important. Que faire quand on n'y a pas accès? Aïe. Alors c'est ça, on pose des questions, puis des fois vous avez des familles de taiseux, enfin on dit rien et on veut pas dire. On veut pas dire. Alors quand on veut pas dire en général, c'est que ça va pas.
C'est un principe. Hein, quand on dit non, il n'y a rien à dire. C'est pas vrai, il n'y a jamais rien à dire. Il y a plein de choses à dire. Il faut aller chercher l'information. Ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas fait dans le sens on va aller chercher quelque chose de pourri, tout ça, mais on a besoin de savoir un peu tout. Donc il faut transmettre, c'est ça la transmission. Hein, qu'est-ce que c'est transmettre ? Transmettre, c'est transmettre les informations, transmettre les savoirs, transmettre... c'est comme une société qui ne transmettrait pas les savoirs, c'est pareil. Hein, on va imaginer... je sais pas moi, la fac de médecine qui dit non, tout ce qu'on a fait jusque-là, on ne va pas vous le transmettre. Comment ils vont vivre ? Comment on va avoir des médecins ? C'est la même chose. Il faut transmettre. Qu'est-ce qui s'est passé, de bien ou de mal ? Pareil, quand on fait de la médecine, on transmet l'histoire de la médecine. On va dire, vous savez, les médecins, à un moment, ils ont fait ça, c'était pas terrible, ils faisaient des saignées, ça marchait pas. Bon, c'est heureusement qu'on transmet. Donc, ce qu'il faut, c'est transmettre un maximum, mais bon, c'est pas gagné. Parce que et c'est pas vicieux, c'est qu'il y a des douleurs, quoi. Tout ça, c'est une question de souffrance. C'est toujours une question de souffrance. Quand on parle pas, c'est qu'on souffre trop, à sa façon. Donc, on veut pas, parce qu'on se fait souffrir en parlant, et on va faire souffrir les autres, donc ça fait qu'on parle pas. Mais après, ça coince. Qu'est-ce qui vous a particulièrement bouleversé le jour où vous êtes devenu grand-père ? Il y a un basculement. C'est-à-dire, mais en fait, heureusement, il y a 9 mois pour le... Enfin, non, mais c'est vrai. Heureusement qu'il y a 9 mois pour ça. C'est bouleversant. Et ce que j'ai mis dans mon livre, et ce que je dis, c'est qu'il faut être honnête. C'est que j'ai pas pensé que je me suis pas trouvé forcément bon grand-père. Forcément. Enfin, je veux dire, il y a un endroit où... je l'explique dans le livre. Ça avait commencé déjà avec la vieillesse. C'est-à-dire... il faut être honnête. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie d'être honnête avec ça. Il y a des gens très vertueux. J'ai vu des gens qui n'avaient aucun état d'âme, ni sur la vieillesse, ni sur le fait d'être grand-mère ou grand-père. Moi, je les admirais. Je ne pouvais pas parce que, voilà, moi, j'explique. Mais c'est vrai. Là, j'étais faire mon vaccin de la grippe et puis il voulait me faire payer. Puis je dis, non, j'ai appris que c'était pas payant. Il dit, non, c'est pour les vieux. Alors, j'ai dit, waouh. J'ai regardé le pharmacien, je dis merci. Mais je dis, oui. Puis après, il a regardé, je dis, mais il me dit, vous avez quel âge? Je dis, voilà. Il dit, ah oui, d'accord. Non, c'est gratuit pour vous. Alors, j'étais content, mais des fois, c'est pas ça. Et des fois, je vais dans le métro, on me laisse la place. Et j'ai toujours pensé qu'un jour, ça m'arriverait. Et c'est à double tranchant. Bon. Quand vous arrivez et que quand ma fille dit à ma petite fille, tiens, voilà grand-père, ça fait un truc. Faut pas dire que ça fait pas un truc. C'est-à-dire, on est passé dans le domaine des vieux. Bon. Il faut l'accepter. Et le mieux pour l'accepter, c'est de savoir que ça pique un peu, quoi. Voilà, que c'est pas si simple, voilà. Hein, donc, mais être parent, c'est pas simple. Être enfant, c'est pas simple. Être parent, c'est pas simple. Être grand-parent, c'est pas simple. Et en plus, c'est là aussi, c'est que quand on a eu des grands-parents pas forcément bons, c'est là que ça rajoute de la complication. C'est de la même façon que va-t-on être le parent, parce que tous les parents se posent la question. Surtout quand ils ont le sentiment de ne pas avoir eu de bons parents, ils vont se dire, est-ce que je vais être un bon parent ou pas? Bon. Et on a la même chose. Ce que j'ai découvert là, c'est que la même chose se posait exactement pour le statut de grand-mère ou de grand-père. C'est ça que je ne savais pas, c'est que quand on devient grand-père ou grand-mère, ce sont nos grands-pères et nos grand-mères qui sont convoqués, qui sont là. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être comme eux? Est-ce qu'on va pas être comme eux? Et c'est spécial. Est-ce que vous avez découvert quelque chose de nouveau dans ce lien qui vous relie à votre petite fille? De nouveau, c'est-à-dire? En termes d'amour, d'affection, de joie. Ce que j'ai découvert, c'est une sorte de... Alors, plein de choses. Je découvre plein de choses. Je l'ai parlé de la liberté là-bas, enfin tout à l'heure. Je suis en train de penser à autre chose, mais c'est-à-dire cette liberté-là qu'on n'a pas quand on est parent, et qui est une charge. Hein. C'est vraiment compliqué d'être parent à ce niveau-là, parce que, je le répète, en même temps, il faut aimer, en même temps, il faut éduquer, en même temps... Là, on peut aimer tout simplement. On n'est pas responsable. Donc ça, c'est ça vraiment que j'ai découvert. Puis j'ai découvert plein de choses. Puis j'ai découvert avec ma petite fille l'importance. Alors est-ce que c'est spécial à moi ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que je revais, quand elle me voit, elle me lâche pas des yeux. Enfin, elle veut me séduire tout le temps. Je suis étonné moi-même de prendre cette importance. Et en fait, c'est là que je réalise l'importance des grands-parents. C'est-à-dire que pour les petits-enfants, c'est quelque chose. C'est quand même, faut réaliser, c'est quand même les parents des parents. C'est pas rien. C'est-à-dire que
Surtout que la découverte des grands-parents, elle est tardive. La découverte du concept. On ne peut pas parler de vrais grands-parents tant qu'on ne sait pas un peu comment on fait les bébés et tout. Avant, on va dire grand-père, grand-mère, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand les enfants commencent à se dire, tiens, alors les parents, ils ont fait un bébé qui est moi et tout. Puis après, quand ils comprennent que les parents ont eu leurs propres parents, c'est vertigineux. C'est-à-dire, c'est quelque chose de mystérieux, de fascinant et d'incroyable, ces grands-parents. Ce sont ceux qui ont donné la vie à ceux qui m'ont donné la vie. Voilà. Hein, donc, ils ont une puissance. Il y a beaucoup de puissance. Du coup, il ne faut pas qu'ils en aient trop, quoi. Certains grands-parents n'ont pas spécialement envie de s'investir dans la vie de leurs petits-enfants. Ouais. Comment vivre avec ça quand on est parent ? C'est-à-dire, déjà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes sortes de grands-parents. Il y a ceux qui s'investissent terriblement. Bon, des fois, peut-être trop. Trop dans le sens où ils s'oublient, quoi. Ils vivent que pour ça. Je pense pas que ça soit bon et je pense même pas que ça soit un bon exemple pour les petits-enfants. Bon. Puis, alors, il y a ceux qui s'investissent pas du tout, quoi. C'est toujours une faille pour les parents. C'est une faille. Il manque quelque chose. C'est comme si... C'est intéressant parce que, il y a une symbolique dans les dessins d'enfants et dans les rêves que je propose. Hein, toujours pareil, je dis des trucs. On m'a toujours dit que j'étais péremptoire. Avec l'âge, je me soigne et je dis, je vous propose maintenant, étudiez vous-même. Bon. Mais dans les rêves, on va dire que la maison, ou dans les dessins d'enfants, c'est très classique, mais c'est pareil. Donc, dans les rêves, dans la maison, vous avez le plancher, c'est la mère. Bon, voilà, c'est comme ça. Le mur, c'est le père. La cave, ça va être la grand-mère. Et le plafond, et au-dessus, c'est le grand-père. C'est comme si vous avez pas de toit, presque pas de toit, pas de cave. Il manque quelque chose, quoi. Il manque... c'est-à-dire, et c'est pareil, je ne veux pas être genré à cet endroit-là. C'est un concept, quand on dit grand-père, grand-mère, à la limite, c'est comme pour le reste. Il n'y a pas forcément de genre au niveau des qualités. Mais ce que je veux dire, il y a quand même deux types d'énergie à ce moment-là, qui peuvent être incarnés par homme ou femme. Mais il y a, on va dire, l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Bon, c'est comme s'il manque cette forme d'énergie-là, du ciel et de la terre. Donc, il y a un trou, quoi. Alors, il y a déjà un trou technique, c'est que c'est dur d'être seul avec ses enfants. C'est dur, parce que si les grands-parents sont absents, ça veut dire qu'ils ne sont pas présents pour les parents. Des grands-parents absents, ils ne peuvent pas être présents pour leurs enfants et être absents pour leurs petits-enfants. Bon. Ça veut dire, ce truc qu'on connaît, des filles qui accouchent, elles ont tellement besoin de leur mère au moment où elles accouchent, tout ça, c'est important. Et puis, tout le monde a besoin de tout le monde. Bon, voilà. Et là, il y a un trou. Et ce trou se ressent chez les petits-enfants. C'est un trou, c'est un manque, c'est comme un trou, il y a un trou en haut, un trou en bas, quoi. Alors après, on fait toujours avec. Là, j'ai dit dans le livre, à ce moment-là, on va se trouver des grands-parents de substitution, quand on n'en a pas. Hein, et c'est ma découverte en écrivant le livre. J'ai toujours cru que j'avais eu des modèles parentaux pour m'apercevoir que j'avais principalement des modèles grands-parentaux. Mes modèles étaient des gens beaucoup plus vieux que la génération des parents. Ça m'a étonné, j'avais pas fait attention. Voilà. Et que faire alors quand les grands-parents sont extrêmement toxiques et que, par exemple, les parents ont décidé de mettre des distances ? Et oui, ça arrive très souvent. Hein, ça arrive très souvent. Alors, comment on fait ? C'est-à-dire que des fois, il faut le faire. C'est comme ça. Hein. Je cite quand même des parents, même là, je fais des émissions là, avec Brigitte Lahaye une fois par mois, parce que sur l'inceste et tout ça, et les gens nous racontent tellement d'histoires de grands-parents et tout. Bon. Et du fait que dernièrement, là, il y a un mois, il y a quelqu'un qui avait témoigné comme ça et qui avait dit qu'elle avait été incestée par son père, et elle a dit, j'ai passé l'enfant, à surveiller, j'ai surveillé mon mari toute l'enfance de mes enfants, pour m'apercevoir après que pendant ce temps-là, mon père avait abusé mes enfants. C'est horrible qu'elle avait raconté ça. Bon. Et ça veut dire que elle aurait dû faire attention. Donc ça veut dire que des fois, s'ils sont toxiques, il faut couper. Mais c'est dur. Mais on ne peut pas. Moi, j'ai reçu des familles. Je me rappelle d'une famille, la mère me dit qu'elle était incestée par son père. Et puis elle me dit que pendant les vacances, elle laisse ses enfants chez lui. Je dis, mais ça n'a pas de sens. C'est interdit presque. Vous ne devriez absolument pas le faire. Elle dit, oui, mais les vieux. Je dis, oh là là, c'est pire, méfiez-vous des vieux. Mais je veux dire, croyez-vous qu'il vous a incesté quand il était jeune ? Qu'est-ce qu'il va faire quand il est vieux ? Il va faire pire. Donc, mais elle ne se rendait pas compte. Mais elle le faisait... Alors, pour plein de raisons, mais il y a aussi de bonne foi. Il faut qu'ils voient leurs grands-parents. Et évidemment qu'il faut les voir. Mais s'ils sont toxiques, s'ils sont violents, s'ils sont fous,
Enfin, fou dans le sens fou violent, quoi. Encore qu'ils aient perdu la tête, ça fait rigoler. Mais non, bah non, on les donne pas. Ou par exemple, si vous avez, si vous donnez une éducation un peu tranquille et puis que vous avez des parents très rigoureux et que vous laissez vos petits enfants aux grands-parents très rigoureux, alors les enfants peuvent s'accommoder, hein. Mais il ne faut pas que ça soit trop méchant et trop violent. Hein, parce que des fois, ça peut être terrible. Hein, ou vous avez un apprentissage de la propreté et puis eux, ils ont un apprentissage de la propreté à l'ancienne. Ça peut ne pas aller. Hein. Hein, donc, en même temps, il faut être coulant. C'est-à-dire aussi, il faut être coulant. Parce que à l'envers, j'ai vu des parents qui s'arc-boutaient contre les grands-parents, peut-être trop. Peut-être trop, laissez-les faire. Ils font à l'ancienne, tant que ça ne traumatise pas, allez, laissez-les faire. Si on en revient sur cette histoire de nos ancêtres, est-ce que vous recommandez du coup de travailler sur l'arbre généalogique avec les enfants ? Ah, toujours. C'est-à-dire toujours, il faut que les enfants connaissent leur arbre généalogique. Il faut le faire à l'école. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est nous, c'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on commence à comprendre peut-être avec le web. Le web, ça veut dire tout est relié. Et ça, c'est finalement, quand on comprend ça, l'importance du web, c'est que tout est relié. Donc ça veut dire qu'on est relié dans le temps et dans l'espace avec tout. Donc il faut autant tout connaître. On est relié, on vibre. C'est aujourd'hui, on vibre avec le passé de tous nos ancêtres. On vibre, c'est une vibration qui est actuelle. C'est pas coupé. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui a été engrangé, tout ce qui a été mis justement en action, continue à bouger, comme s'il y avait un mouvement qui avait été, comme si on avait envoyé une bille et continue à rouler. Bon, ça continue à rouler. Et quand c'est négatif, ça roule négativement. C'est ça qu'il faut arrêter. Et quand c'est positif, ça refait du positif aussi, hein, heureusement. Pour conclure, comment est-ce qu'on peut devenir bénéfique pour sa descendance ? Alors, déjà, je ne suis pas un exemple. Ça serait très prétentieux et je ne sais pas. Mais pour être bénéfique, donc ce que j'ai dit, il faut être heureux. Il faut être heureux. Et puis, il faut avoir, c'en est beaucoup parlé, il faut arriver à négocier la question de la mort. Parce que l'angoisse de mort est fondamentale. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux dénis. Hein. Il y a un déni sur l'inceste dans notre société et il y a un déni sur l'angoisse de mort. C'est comme si ce n'était pas vrai, comme si ça... Et en fait, tout le monde est agité par ça. Tout le monde. Toute la vie, même. L'angoisse de mort, il faut en tenir compte. Bon. Et ça veut dire que plus on négocie cette angoisse de mort, plus ça va bien se passer, plus on va léguer des choses bonnes. Moins on la négocie, plus on va faire des trucs pas bien. Vous avez comme ça, j'ai connu des arbres généalogiques comme ça. C'est des trucs assez terribles. Vous avez par exemple quelqu'un qui est vieux, et puis les hommes, vieil homme, sa femme meurt, il se prend une petite jeune, ça c'est l'angoisse de mort. Vous avez moi je trouve ça un peu pathétique, quoi, voilà. 40 ans d'écart et tout. Ok, quoi. Bon, peut-être que... Et ce qui se passe à ce moment-là, qu'ils vont déshériter leurs enfants, qui vont... ça met une pagaille terrible. Et tout ça à cause de quoi ? À cause de l'angoisse de mort. Bon, c'est que ça se négocie. Ça devrait pouvoir se négocier. Voilà. C'est-à-dire, après, il faut devenir, je sais pas, il faut devenir sage, plus vrai sur la vie. C'est pas parce que un homme est avec une jeunette de 40 ans de moins que lui qu'il va pas mourir. Et qu'il va pas être moche et vieux. Il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est ça, c'est-à-dire partir en laissant des bonnes choses, c'est se dire, c'est négocier cette question qu'on sera plus là et qu'on est relié. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir une pensée collective et tout ça. C'est-à-dire, je serai plus là, mais je serai encore là parce que j'ai fait de bien. Et puis, si je fais des choses mauvaises, je serai là encore parce que j'ai fait de mal. Donc, il faut au moins penser à ça. Mais d'une façon comme de l'autre, on va partir. Alors, autant bien faire, mais c'est pas simple. Je pense aussi à ces mères qui n'ont jamais dit à leur enfant qui était leur père. Et j'ai entendu encore un exemple il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Voilà. Puis sur le lit de mort, elle lui a demandé. Elle lui dit, c'est qui mon père ? Non, elle ne peut pas le dire. Et ça, c'est pas bien légué. Parce que ça va faire des histoires pour elle, pour ses enfants, tout ça. Il y a un truc de... Et si c'était un truc pas beau, pas joli, vaut mieux le savoir. Sinon, ça fait vraiment un grand bazar, quoi.
Donc, pour tenter d'être un bon ancêtre, c'est pour ça que j'ai pas mis être un bon ancêtre comme titre, j'ai mis devenir un bon ancêtre. C'est-à-dire, c'est un processus, on essaye de devenir un bon ancêtre, le moins pire des ancêtres, mais voilà, d'essayer d'être réaliste en fait. Il y a tellement de choses pathétiques dans le négatif. Des gens qui partent comme ça, comme s'ils partaient avec leur argent, ou ils partent avec je sais pas quoi, ou ils transmettent pas, ou ils donnent pas d'amour avant de partir, ou des choses comme ça, c'est pas pour ça qu'ils vont être de l'autre côté. C'est pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais autant que ça se passe bien là, donc ça veut dire autant être généreux, autant donner, donc transmettre, donner et laisser du positif. Après, bon. Et si on parle du positif, qu'est-ce qu'on peut léguer dans ces cas-là de positif en tant que grand-parent ? Tout, l'amour, la curiosité, la vie, la joie. Enfin, la joie, c'est bizarre cette histoire de joie. J'arrête pas d'y penser, en train de me dire, c'est pas normal. Enfin voilà, j'ai parlé dans le livre là de mon voyage au pays des EHPAD, quoi. C'est pas le pays de la joie, quoi. Bon, et pourtant, et je parle même de mon père avant de partir, qui a eu une amoureuse qui était tellement joyeuse, elle était formidable cette amoureuse, puis ils sont partis ensemble. Je crois qu'elle l'a suivi quelques jours après, mais elle avait le visage de la joie, et ça se voyait, c'était chouette. Ça manque de joie, faut trouver un moyen, quoi, et non pas une joie forcée, hein, une joie intérieure de la vie c'est joyeux, et c'est joyeux jusqu'au bout, quoi. Voilà, j'ai plus vu ça, cette joie chez les Indiens là. Je côtoie beaucoup les Indiens du Québec, les tribus et les vieux et tout là-bas, et ils sont toujours joyeux, ils se marrent tout le temps, quoi. Il y a toujours un endroit, même vers la fin, ils rigolent beaucoup, quoi. Une joie qui s'apparente presque à celle d'un enfant, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est pas une joie forcée, c'est simplement que jusqu'au dernier souffle, la vie c'est chouette, et voilà. Puis il faudrait trouver ça, quoi. Voilà. Et si on part comme ça, je pense qu'on lègue moins de mauvais dossiers. Mais si on part avec de l'amertume, de la tristesse, de la négativité, de la haine, de la méchanceté, des choses comme ça, ça, c'est comme l'énergie. L'énergie ne se perd jamais, et ces émotions ne se perdent jamais. C'est ça que c'est que ça se perd pas. Malheureusement, ça se perpétue. Je veux dire, c'est fou comment quand on laisse des belles choses, ça va faire des belles choses. Vous le savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs grands-parents de demain ? C'est compliqué. Qu'est-ce que je leur dirais aujourd'hui ? Parce que déjà là, quand on regarde la planète et tout, là, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai un peu de l'inquiétude pour plus tard. Je dis comment elle va être cette planète, parce que là c'est un peu fou, là, le monde là, actuellement, quand même, il devient un peu bizarre, quoi, un peu taré. Il est taré depuis longtemps, mais là c'est du gros taré, quoi. Puis ça implique plein de choses. Donc ce que j'espère, c'est qu'ils vont développer les qualités qu'ils apprennent quand même à l'école. Il y a quelque chose à l'école, je vois avec mes enfants, qui se passe, qui est chouette, quoi. Ils apprennent l'écologie, ils apprennent la tolérance. Enfin, dans l'école, on va dire française en général, je connais pas les autres écoles. Ouais, même privé, je vois, ils apprennent, même catholiques, tout ça, on voit qu'ils apprennent toutes ces valeurs-là, et c'est des valeurs qui n'étaient pas enseignées dans les anciennes générations. L'écologie, la tolérance sexuelle, avec les genres, les trucs, il y a plein de choses qui sont enseignées. Mes enfants, c'est incroyable. Le racisme, l'écologie, ils me reprennent tout le temps. Le racisme, je trouve qu'ils sont un peu chiants parce qu'ils exagèrent, mais il n'y a rien qui passe, quoi. Hein, ils contrôlent tout. Et là, à chaque fois, ils me regardent et ils me disent mais t'es raciste, là, c'est raciste, c'est pas bon, ça. Et ça, ils l'ont appris à l'école. Hein, donc ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mon école. Moi, quand j'étais petit, c'était les Bosch, les Bico, quand j'étais petit, c'était comme ça. C'était les Rital. Hein, on avait, il y a des trucs qui changent quand même. Faut pas oublier, moi quand j'étais petit, on battait les enfants à l'école. Bien sûr. Avec des règles et des trucs comme ça. Donc tout ça, ça a changé. Donc c'est peut-être ça qui va faire une société différente, j'espère. J'espère aussi, c'est ce que j'essaye de transmettre dans le podcast. Merci infiniment, Bruno. Bon, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso.
N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.